Après 26 ans de recherche, Ingrid fut retrouvée dans une cave soigneusement dissimulée au milieu d'une forêt profonde. Personne ne savait que cet endroit existait. Pendant un quart de siècle, les recherches s'étaient orientées dans une toute autre direction. Mais la vérité était plus proche que quiconque aurait pu le supposer. 19 août 1997, 14h55. Le bus scolaire s'arrêta à l'aire de retournement de la route FV 157, près d'un massif forestier dense. Les portes du bus s'ouvrirent et Ingrid E., élève de l'école primaire âgée d'un peu moins de 10 ans, en descendit. Le chauffeur du bus, un homme de 42 ans nommé Anders, se souvint plus tard avoir vu Ingrid emprunter avec assurance le chemin habituel pour rentrer chez elle. Son trajet passait par un sentier forestier à seulement 700 mètres environ de la maison familiale. Il était exactement 15h35 lorsque le père d'Ingrid appela la police, annonçant brièvement « Ingrid n'est pas rentrée à la maison ». Les policiers arrivèrent sur les lieux exactement une demi-heure plus tard. Les premières recherches ne donnèrent rien. Le sol était sec, propre, sans trace de lutte. Le teckel amené sur place ne parvint pas à suivre la piste, ce qui surprit les cynophiles expérimentés. Du bus à la maison, Ingrid empruntait ce sentier quotidiennement et jamais aucun incident ne s'y était produit auparavant. La seule chose que les enquêteurs notèrent fut la mention par le chauffeur de bus d'un homme étrange portant une capuche sombre, aperçu vers 15h05 sur une route forestière voisine. Il se dirigeait vers l'arrêt de bus, un sac à dos volumineux sur le dos. Le chauffeur ne distingua pas son visage. Au même moment, à 15h20 précise, un voisin âgé et retraité passa un bref appel à la police. Il signala avoir entendu un bruit métallique inhabituel, comme si quelque chose de grand et lourd avait été traîné sur du métal. Le retraité décrivit l'endroit comme étant plus profondément dans la forêt, à environ un demi-kilomètre à l'est du sentier principal. Le répartiteur de la police nota l'appel, mais n'y prêta pas une attention particulière à ce moment-là. Les premières heures de recherche sont toujours cruciales. Presque immédiatement, des soupçons se portèrent sur deux personnes. Le premier fut l'ancien beau-père d'Ingrid, un homme nommé Jonas, résidant à 18 km du lieu de l'incident. Jonas et la mère d'Ingrid étaient engagés dans un long litige judiciaire concernant la pension alimentaire. C'était un fait brut, la police ne divulgua aucun détail immédiatement. La deuxième personne fut suspectée un peu plus tard. Il s'agissait d'un chasseur local solitaire, connu des habitants du village voisin pour sa brusquerie, son caractère bourru et son comportement imprévisible. Il possédait un vieux véhicule tout-terrain usé, souvent aperçu dans ces parages. L'enquête nota que cet homme avait déjà attiré l'attention de la police à plusieurs reprises pour des motifs mineurs, mais que l'affaire n'avait jamais abouti à des accusations sérieuses. L'enquête progressa rapidement. 2 heures seulement après le signalement de la disparition, l'ancien beau-père fut convoqué au poste. Jonas ne résista pas, fournit volontairement un échantillon d'ADN et répondit brièvement et clairement à toutes les questions. 40 minutes plus tard, un polygraphe fut organisé, un appareil détectant les moindres signes de mensonge. L'opérateur du test, rapportant plus tard les résultats, déclara sobrement « polygraphe sans oscillation ». L'alibi de Jonas fut confirmé 1 minute après la fin de la procédure. Dans la poche de sa veste, on trouva un reçu de station-service. Selon le document, il se trouvait loin de la route FV 157 au moment précis où Ingrid avait disparu. Pendant ce temps, les recherches se poursuivaient. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique, spécialement conçu pour la recherche nocturne de personnes disparues, fut déployé. À 20h15, la caméra thermique détecta quelque chose d'inhabituel, une grande tache brillante, située à environ 800 mètres au nord du sentier forestier principal. Le pilote signala à l'équipe au sol qu'il y avait une zone suspecte nécessitant une vérification approfondie. Mais quelques secondes plus tard, l'équipement commença à mal fonctionner,
perdant la mise au point et la connexion avec l'écran. L'hélicoptère perdit brusquement de l'altitude, le pilote réussissant à peine à stabiliser l'appareil avant que la technique ne tombe complètement en panne. L'enregistrement s'interrompt. L'enquête entrait dans sa première nuit. Le quartier général des recherches fut déplacé d'urgence dans l'ancien bâtiment de l'administration forestière locale. Le lendemain, le chasseur solitaire John S., qui répondait encore calmement aux questions de la police la veille, se tut soudainement. Sa coopération cessa brusquement et de manière inattendue, au lieu d'explication, John exigea fermement un avocat. Un tel changement alerta immédiatement les enquêteurs. Lors des interrogatoires précédents, il avait répondu clairement, sans hésitation. Maintenant, seulement le silence et le refus de commenter les événements ultérieurs. Suite à cela, l'équipe d'enquête commença à examiner plus attentivement le passé de John. Dans les documents d'archives de 1990, un détail curieux fut découvert. Il avait déjà figuré dans une affaire. Certes, seulement en tant que témoin, l'incident s'était produit dans le Filk, comté, région, voisin. À l'époque, une plainte avait été déposée à la police concernant l'agression d'une jeune fille. John avait été interrogé parmi d'autres témoins. Peu après une brève conversation avec l'enquêteur, il avait été renvoyé chez lui. Aucune accusation officielle n'avait été portée contre lui. Rien d'autre de notable concernant cette affaire n'était conservé dans les archives. Mais l'enquêteur nota ce point brièvement, laconiquement, au crayon dans la marge du rapport. John S., témoin. Pas d'accusation. Pour l'enquête, ce n'était qu'un fait, mais suffisamment significatif pour accroître l'attention portée aux agissements du chasseur. L'alibi de John, à première vue, semblait convaincant. Il présenta un ticket de caisse d'un magasin de chasse du village de Halden, daté du jour même, le 19 août 1997. Heure sur le ticket, 15h05. L'enquêteur prit une carte et un chronomètre. Du magasin à l'endroit où Ingrid avait été vue pour la dernière fois, il y avait exactement 38 minutes en voiture. Si l'on se fiait au ticket, le calcul mathématique donnait le résultat suivant. Il restait à Jon exactement 17 minutes de fenêtre aveugle, un intervalle qui n'était confirmé par aucun document ni témoin. Une simple arithmétique établissait une chaîne logique. 38 minutes de route plus 17 minutes de fenêtre aveugle. Les enquêteurs discutèrent brièvement entre eux. 17 minutes étaient-elles suffisantes pour intercepter discrètement Ingrid sur son chemin de retour ? Cette question resta sans réponse, mais créait une incertitude troublante autour de l'alibi de John. Le lendemain matin, la police obtint un mandat pour perquisitionner la cabane de chasse de John et saisit ses armes. Sur le fût en bois de l'une des carabines, des taches ressemblant à du sang furent trouvées. Le laboratoire travailla rapidement. Quelques heures plus tard, les résultats de l'analyse étaient sur le bureau de l'enquêteur. Sèchement, d'une écriture médicale, le rapport indiquait « Expertise, Cervus elaphus ». Le sang appartenait à un cerf. La tension au poste de police diminua légèrement, mais le doute ne disparut pas complètement. Le simple fait de la présence de sang sur l'arme n'était pas décisif, mais ajoutait à la méfiance. Le chasseur continuait de se taire. Le même jour, les recherches sur le terrain se poursuivirent. Des chiens entraînés à des odeurs spécifiques furent intégrés à l'enquête. L'un des chiens pisteurs expérimentés conduisit soudainement les maîtres chiens sur une piste à peine perceptible. La piste mena directement à un vieux piège appartenant à John. Le piège était posé en bordure d'une zone marécageuse impénétrable, à environ 1 kilomètre au nord-est du sentier forestier qu'Ingrid empruntait habituellement. Le chien pisteur s'arrêta près du piège, visiblement agité, puis continua brusquement. Quelques dizaines de mètres plus loin, l'animal s'immobilisa soudainement à la limite de la zone marécageuse. L'odeur s'interrompit brusquement. Le chien perdit la piste.
Les maîtres chiens échangèrent quelques mots et marquèrent le point sur la carte. Pourquoi la piste s'arrêtait-elle précisément ici ? Personne ne le comprenait encore. La question de l'utilité du piège à cet endroit resta également sans explication. Pendant ce temps, l'enquête dut temporairement se tourner vers d'autres pistes de travail pour ne pas perdre un temps précieux dans les premières 24 heures suivant la disparition d'Ingrid. Alors que les enquêteurs continuaient d'explorer différentes pistes, un nouvel épisode étrange surgit de manière inattendue dans l'affaire. Dans le journal scolaire d'Ingrid, on trouva une courte note, écrite d'une écriture qui n'était pas la sienne, « Ne rentre pas seul à la maison ». La signature était illisible, griffonnée à la hâte, en petites lettres. L'enseignant qui découvrit la note ne put dire avec certitude qui l'avait laissée. La communauté scolaire comprenait de nombreux élèves et membres du personnel. Il fut impossible d'identifier l'auteur immédiatement. Cette note fut aussitôt classée parmi les documents clés de l'affaire. Après l'apparition de la note énigmatique, les enquêteurs convoquèrent la mère d'Ingrid pour un entretien supplémentaire. Au cours d'une conversation brève et sèche, la femme rapporta aux enquêteurs un détail qu'elle avait jusque-là passé sous silence. À la mi-juin, environ 2 mois avant la disparition d'Ingrid, un homme inconnu l'avait appelé. L'appel était étrange, la conversation courte et inquiétante. L'homme, sans donner son nom, avait déclaré qu'il était temps pour la famille de rembourser une dette pour un certain service. Il n'avait pas précisé ce qu'il voulait dire, mais le ton de la conversation était froid et assuré. La mère d'Ingrid avait refusé de discuter de la dette, avait dit qu'elle ne savait rien et avait rapidement mis fin à la conversation. Elle n'avait parlé de cet appel à personne, évitant surtout d'en faire mention à son mari. À la police, elle expliqua cela par la peur des conséquences et le désir de ne pas ajouter de soucis supplémentaires aux relations familiales. Après l'aveu de la mère, les enquêteurs procédèrent à une vérification approfondie des documents financiers de la famille. Les relevés bancaires, les factures, les dettes et les crédits des 3 dernières années furent examinés et vérifiés à 2 reprises. Le résultat fut sans équivoque, aucune dette, aucune activité suspecte sur les comptes de la famille ne fut détectée. L'appel téléphonique fut également vérifié. Le numéro appartenait à une carte SIM prépayée achetée à Oslo. Le vendeur d'un petit kiosque à journaux confirma la vente, mais, naturellement, l'acheteur n'avait laissé aucun document. Le fait de l'appel fut confirmé, mais les raisons de sa réalisation ne furent pas établies. Pour la police, cela devint une autre contradiction incompréhensible et troublante dans l'enquête. En quête d'indices, l'enquête se tourna vers une autre personne de l'entourage proche de la famille, le cousin germain aîné d'Ingrid, nommé Lars. Lars venait d'avoir 22 ans, vivait dans le village voisin et était connu pour sa faiblesse pour les machines à sous. Les enquêteurs menèrent une série de vérifications pour tenter de déterminer si Lars pouvait avoir un lien quelconque avec les événements. L'hypothèse était que Lars aurait pu avoir besoin d'argent et aurait pu se résoudre à quelque chose de désespéré. Il fut convoqué pour interrogatoire. Il était calme, mais bref dans ses réponses. Néanmoins, le soupçon semblait fondé et la police décida de vérifier son alibi de la manière la plus approfondie possible. Cependant, quelques heures plus tard, cette piste fut complètement écartée. La vérification des registres de la ferme où travaillait Lars donna un résultat sans équivoque. La nuit et le jour de la disparition d'Ingrid, il avait travaillé sans interruption. Le système de contrôle électronique des treilleuses enregistrait chaque étape de son travail à la minute près. Il n'y avait aucune chance que Lars ait pu quitter discrètement son poste de travail et y revenir. Le soupçon fut entièrement levé et l'enquête se retrouva de nouveau au point de départ. Pendant que la police travaillait à la vérification des alibis et des pistes, la rédaction du journal local Ostfold Avis reçut une étrange lettre sans adresse de retour. Dans le court message d'une seule ligne, il était écrit « Cherchez là où les baies des marais cachent le fer ». Le message était écrit en lettres capitales.
sur une feuille de papier blanc standard. L'auteur anonyme de la lettre ne fournit aucune explication et la métaphore laissa perplexes les journalistes qui transmirent immédiatement la lettre à la police. Au quartier général de l'enquête, elle fut prise avec le plus grand sérieux, bien que personne ne put comprendre pleinement ce que ces mots indiquaient exactement. La police ne fit aucune supposition sur la signification possible de la lettre, se contentant de l'ajouter aux pièces du dossier. Les experts criminalistes examinèrent attentivement la lettre, mais aucune empreinte digitale ni aucune autre trace susceptible d'identifier l'auteur ne fut découverte sur le papier. Bientôt, ce message prit sa place dans le tableau d'ensemble et les enquêteurs retournèrent à l'étude des autres détails de l'affaire. L'année 2023 arriva. Marius L., un géomètre professionnel, effectuait la cartographie du massif forestier dans le Filk à l'aide de la technologie avancée LIDAR, balayage laser du relief depuis les airs. Parmi la masse uniforme de données sur l'écran, un affaissement de terrain rectangulaire net, mesurant 1,9 sur 2,3 mètres, apparut soudainement. De telles découvertes étaient rares. La technologie LIDAR permettait de voir les moindres changements de relief, cachés sous l'épais couvert végétal. Marius nota immédiatement les coordonnées de l'objet inhabituel et en informa le poste de police local. Une équipe opérationnelle de la police, accompagnée d'experts criminalistes, fut dépêchée sur les lieux. Après un examen préliminaire, il fut décidé de creuser une petite tranchée à l'endroit de l'anomalie détectée. Sous la couche de gazon forestier et de terre, une porte métallique, partiellement rouillée, apparut bientôt, portant une empreinte de paume clairement visible, laissée de nombreuses années auparavant. Les experts démontèrent soigneusement la porte et examinèrent minutieusement la découverte. À l'intérieur de cette structure cachée, la police découvrit les restes d'une personne dont la petite taille et les vêtements évoquèrent immédiatement une association troublante chez les enquêteurs. Parmi les objets remontés des profondeurs se trouvait également une vieille veste, depuis longtemps hors d'usage. Sur l'étiquette, on pouvait lire distinctement l'inscription « Ingrid E ». Après 26 ans de recherche, c'était la première découverte significative directement liée à Ingrid. Les enquêteurs ne décrivirent pas en détail l'état de la découverte, se limitant à la confirmation officielle de l'identité par les vêtements et les indices associés. Les spécialistes qui étudièrent le lieu de la découverte établirent bientôt la date approximative à laquelle la porte avait été retirée de ses gonds, vraisemblablement au début des années 2000. Pour clarifier les circonstances, les enquêteurs interrogèrent à nouveau les habitants des localités voisines. L'un des voisins, garde-chasse, confirma un fait intéressant. En 2002, non loin de là, à environ 800 mètres de la cave retrouvée, il avait observé une tente installée pendant plusieurs semaines. Selon lui, un petit groupe de bûcherons saisonniers travaillait alors dans la région. Il se souvenait distinctement de la tente, mais ne pouvait se rappeler ou nommer les personnes spécifiques qui y résidaient à cette période. Ce fait fut immédiatement consigné dans les dossiers de l'enquête, mais n'apporta pas plus de précision. Les enquêteurs durent sans se contenter de prendre note de cette information et de poursuivre leurs recherches. Pendant ce temps, les criminalistes continuaient d'examiner la porte, tentant d'en extraire le maximum d'informations possibles. Le laboratoire obtint rapidement les premiers résultats de l'analyse ADN prélevée sur la surface métallique. De manière inattendue, il s'avéra que l'échantillon d'ADN correspondait parfaitement à un profil jusqu'alors non identifié, qui avait reçu en 1998 le nom de code Homme A. Ce profil était apparu pour la première fois dans les dossiers de l'affaire lorsqu'un an après la disparition d'Ingrid, un mégot de cigarette avait été trouvé près de la maison familiale. À l'époque, cet indice avait suscité l'intérêt, mais n'avait connu aucun développement ultérieur. La personne à qui appartenait l'ADN n'avait pas pu être identifiée, et le profil Homme A n'était resté qu'une note énigmatique dans les archives de la police. Ainsi, des décennies plus tard, l'Homme A se retrouvait à nouveau au centre de l'attention de l'enquête. Cependant,
son identité restait un mystère que la police devait à nouveau élucider. Lorsque l'équipe d'enquête tenta d'étudier plus en détail les archives concernant l'homme A, elle se heurta à un obstacle inattendu. Dans les archives officielles de la police, il était indiqué que le profil homme A avait été complètement supprimé du système en 2014. L'explication formelle était une courte note rédigée en langage protocolaire standard, supprimé car non pertinent. Ce fait bureaucratique laissa perplexes les policiers expérimentés. Qui exactement avait pris la décision d'effacer un indice aussi important de la base de données et pourquoi avait-il été jugé non pertinent? Cela n'était pas indiqué dans les archives. L'enquête se retrouva dans une situation où un indice précieux avait disparu simplement à cause d'une décision administrative. Suite à la découverte de nouvelles circonstances et des étrangetés concernant les archives, l'affaire Ingrid fut immédiatement réactivée. La direction de la police décida de créer une unité opérationnelle spéciale inter-FILC chargée d'unir les forces pour la poursuite de l'enquête. La vérification des archives des administrations forestières donna les résultats que les enquêteurs attendaient depuis de longues années. Dans les documents d'août 1997, il était indiqué que l'équipe de bûcherons travaillant dans cette zone était dirigée par un homme nommé Knut R. À l'époque, il avait 45 ans. Dans les bases de données policières, son nom était signalé. Knut avait déjà eu des condamnations, bien que pour des délits mineurs. Il n'y avait aucune raison directe de le soupçonner avant cette vérification. Mais la coïncidence des circonstances poussa les enquêteurs à aller plus loin. Il s'avéra qu'en 2002, Knut était décédé dans un accident de la route et le seul moyen d'obtenir un échantillon de son ADN était l'exhumation. Les experts travaillèrent rapidement et avec précision. Le résultat fut catégorique et irréfutable. Le profil génétique de Knut R. correspondait parfaitement au profil de l'homme A, trouvé en 1988 sur le mégot de cigarette près de la maison de la famille d'Ingrid, ainsi qu'aux traces d'ADN sur la porte de la cave secrète. La probabilité d'une coïncidence fortuite était totalement exclue, 1 sur 1,15. L'enquête n'avait plus aucun doute. Après l'obtention de preuves irréfutables, les enquêteurs reconstituèrent la chronologie et les détails des événements d'août 1997. Knut utilisait la cave forestière abandonnée comme cachette secrète, bien dissimulée aux regards indiscrets. Le 19 août, il intercepta Ingrid sur son chemin de retour et la plaça de force à l'intérieur du local caché, bloquant solidement la porte métallique avec une lourde bûche. Aucun témoin ne se trouvait à proximité et personne n'entendit ni ne remarqua ce qui s'était passé. Selon les conclusions des experts médico-légaux, Ingrid avait subi une blessure à la jambe qui avait entraîné le développement d'une septicémie. Le rapport officiel constata le décès dans un délai d'environ 4 à 6 semaines après la disparition. La présence d'un conduit de ventilation expliquait pourquoi les chiens n'avaient pas senti l'odeur caractéristique lors des recherches initiales. L'air circulait de manière à ne pas laisser d'odeur en surface. Ces détails furent exposés par les enquêteurs de manière sèche, claire et sans ajouts émotionnels. En janvier 2024, l'affaire connut une suite sur le plan juridique. Les parents d'Ingrid intentèrent officiellement une action en justice, demandant que l'administration forestière soit reconnue complice du crime pour négligence et absence de contrôle adéquat de ses employés. L'action indiquait qu'une gestion responsable au sein de l'administration forestière aurait pu empêcher ce qui s'était passé. Le ministère de la Justice norvégien examina attentivement les réclamations, mais rejeta finalement la demande de la famille, invoquant l'absence de preuves suffisantes d'un lien direct entre les actions de la direction de l'administration forestière et les actes de Knut R. Cette décision suscita une large controverse publique. Des sondages statistiques montrèrent qu'environ 48% des habitants de la région soutenaient la décision du ministère, tandis que 46% la jugeaient incorrecte et demandaient une révision. Les autres s'abstinrent de tout commentaire. La société se trouva de fait divisée, mais juridiquement, l'affaire fut définitivement classée et aucun appel ultérieur ne fut accepté.
Après la clôture définitive de l'affaire, le lieu de la découverte fut officiellement reconnu comme lieu de mémoire. La police installa autour de la cave cachée une clôture en bois basse limitant l'accès des personnes non autorisées. Sur place, une modeste plaque métallique fut installée avec une inscription laconique. La forêt se tait plus longtemps que l'homme. Ce texte simple et sobre devint le seul rappel de ce qui s'était passé ici 26 ans plus tôt. Les autorités n'ajoutèrent aucune explication, détail ou commentaire supplémentaire. Les organes d'enquête mirent officiellement fin à toute action liée à cette affaire. Tous les documents furent versés aux archives, les preuves remises pour conservation dans les fonds publics, et les groupes opérationnels impliqués dans l'enquête furent dissous et retournèrent à leurs tâches quotidiennes. Ni les journalistes, ni le grand public ne reçurent de documents ou de commentaires supplémentaires, hormis le rapport officiel. Finalement, il ne resta que ce silence même dont parlait la plaque installée. Les événements de la disparition et de la mort d'Ingrid E. restèrent à jamais une partie de l'histoire de la région. Mais l'affaire, enfin, était officiellement close. Après que la fille ait quitté la maison de son ami, elle a soudainement disparu sans laisser de traces. La police s'est immédiatement mise à sa recherche, mais n'a pu trouver aucun indice sur son lieu de séjour. À l'aube du jour suivant, la police a demandé les enregistrements de vidéosurveillance. La découverte sur les bandes a choqué tout le monde. Au matin printanier du 16 mars 1992 à Sarasota, en Floride, Carly Brusher est née. Ses premières années de vie ont été marquées par le divorce de ses parents, après lequel elle a vécu avec sa mère. Cependant, son père, qui avait déménagé à New York, a maintenu une relation cordiale avec sa fille, et Carly prenait souvent l'avion pour lui rendre visite pendant les vacances et les jours fériés. Après que sa mère se soit remariée, un beau-père est entré dans la famille, devenant un second père pour Carly. Dans ce nouvel environnement familial, Carly avait un frère cadet avec qui elle a développé une relation très étroite. Carly, toujours souriante et pleine d'énergie, avait un grand cercle d'amis qui l'appréciaient pour sa joie et son attitude positive. Le dernier jour du mois de janvier 2004, Carly a décidé de passer la nuit chez son amie. Elles se sont beaucoup amusées ensemble. Et le dimanche matin, Carly a commencé à faire ses bagages pour rentrer chez elle. Elle avait hâte de rentrer chez elle car le soir, un grand événement l'attendait, la finale du championnat de football américain, qu'elle voulait regarder avec sa famille. Normalement, Carly était récupérée par l'un de ses parents, mais cette fois, sa mère et son beau-père étaient tous deux occupés. Elle a donc décidé de marcher, car c'était une journée ensoleillée et à seulement un peu plus d'1 mile de chez elle. Elle a quitté la maison de son amie vers 18h15 du soir, après avoir informé les parents de son amie que sa mère lui avait donné le feu vert pour rentrer. La mère de Carly était inquiète de la disparition de sa fille et a décidé d'appeler la mère de l'amie pour savoir où se trouvait la fille. La mère de l'amie a confirmé que Carly avait quitté la maison. Pour clarifier la situation, la mère de Carly a demandé à son mari Steven de conduire jusqu'à la maison pour trouver la fille. Steven s'est rapidement mis en route, mais le voyage a été infructueux. La fille n'était nulle part. Inquiet, il a parcouru la route plusieurs fois, mais ne l'a pas trouvée. Lorsqu'il a raconté à sa femme la recherche infructueuse, elle est devenue encore plus inquiète. La rue entre la maison de l'ami de Carly et sa propre maison était droite, et il était peu probable que la fille ait pris un autre chemin. La mère a commencé à appeler les amis de sa fille, espérant qu'elle soit peut-être passée chez l'un d'entre eux. Mais personne n'avait vu la fille ce soir-là. Avec le beau-père, ils ont passé la soirée à espérer que Carly apparaîtrait bientôt. Quand à 8h30, il n'y avait toujours aucun signe de la fille, la mère inquiète a décidé de notifier la police. Les officiers ont immédiatement lancé une opération de recherche. En se basant sur l'itinéraire connu de Carly, ils ont soigneusement interrogé le personnel des établissements locaux, ont ratissé les quartiers de résidentiels et ont cherché des témoins qui pourraient aider à l'enquête. En même temps, d'autres équipes de police ont ratissé chaque recoin et ont fouillé le parc voisin. Mais leurs efforts pour trouver Carly sont restés infructueux. Ils ont travaillé sans relâche toute la nuit, mais malheureusement,
ni les amis, ni les connaissances n'avaient vu Carly cette nuit-là. Et aucun témoin n'a été trouvé. Alors que l'affaire s'intensifiait, la police a commencé à observer le beau-père de Carly, car il vivait dans la même région et était souvent vu dans les environs. Le beau-père a affirmé qu'il avait contacté sa femme immédiatement après son arrivée et était également resté en contact pendant la recherche de la fille. La confirmation de son alibi par sa femme a fait douter les enquêteurs de son éventuelle innocence. Pendant son interrogatoire, Steven a fait une remarque curieuse à la police. Il a mentionné que pendant qu'il cherchait Carly dans les rues de la ville, il remarquait souvent le même pick-up rouge qui semblait conduire sans but. Cela s'est produit sur un tronçon spécifique de la rue. Lorsqu'il est arrivé à la maison de l'ami de Carly, le même véhicule est apparu devant lui. Il s'est avéré que le pick-up appartenait à Ron, le beau-père de l'ami de Carly. Cette information a conduit les enquêteurs à réfléchir sérieusement à un lien possible entre Ron et la disparition de la fille, et bientôt ils ont eu d'autres raisons de soupçonner. À l'aube du jour suivant, des chiens de recherche ont été appelés sur les lieux. Ils devaient flairer des objets appartenant à Carly pour suivre sa piste. Les chiens ont trouvé la piste le long de la rue qui s'éloignait de la maison de l'ami, mais ensuite quelque chose d'inattendu et d'énigmatique s'est produit. À mi-chemin de la maison de Carly, les policiers, guidés par l'intuition de leurs chiens de service, se sont arrêtés à une station de lavage de voitures. Ici, au bord du parking, les traces de Carly se sont soudainement séparées. Les enquêteurs ont soupçonné que la fille aurait pu choisir un itinéraire différent pour atteindre une rue voisine qui lui aurait facilité le chemin vers la maison. Cependant, la disparition de ces empreintes à la station de lavage inquiétait les enquêteurs et soulevait une série de questions. Ils ont décidé de délimiter cette zone pour intensifier la recherche de preuves supplémentaires qui pourraient aider à l'enquête et à la recherche de la fille. L'enquête a pris un nouveau tournant. Les policiers ont obtenu l'accès à des images de surveillance de l'arrière-cour de cette station de lavage. Le propriétaire de la station de lavage a aidé les policiers et a indiqué qu'il avait équipé ses locaux d'un système de sécurité et de ses caméras dotées de capteurs de mouvement qui ont enregistré un moment clé dans cette enquête complexe. Sur les enregistrements vidéo, on voit un homme inconnu apparaître soudainement au coin le 1er février à 18h et s'approcher d'une fille qui passe, qui semble être Carly. L'homme a pris sa main et semblait dire quelque chose, après quoi tous deux ont disparu du champ de vision de la caméra. Les enquêteurs qui ont examiné les images ont conclu qu'ils avaient probablement assisté au moment d'un crime. Les images étaient choquantes pour tous ceux qui les ont vues et ont confirmé la gravité de la situation et la nécessité d'une intervention policière immédiate. La police enquêtant sur la disparition de Carly s'est concentrée sur les images vidéo des caméras de surveillance. Malgré la mauvaise qualité du matériel, l'objectif principal de l'enquête était d'identifier l'homme qui avait apparemment menacé la fille. Sur la vidéo, on voit clairement comment il met sa main dans sa poche, comme pour indiquer qu'il avait une arme. Les policiers, dans toutes leurs enquêtes, avaient dirigé les soupçons vers Ron, le beau-père de l'ami de Carly, qui possédait un pick-up rouge. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles il pourrait être l'homme mystérieux de l'enregistrement, utilisant peut-être des menaces pour faire monter Carly avec lui. En raison du rapport selon lequel Carly avait disparu après avoir quitté la maison, ses parents ont été alertés et ont commencé une recherche. Ron a été convoqué pour un interrogatoire où il a nié toute implication dans la disparition de Carly. Il a affirmé qu'à 18h20, il était encore au travail, ce qui contredisait les enregistrements des caméras de surveillance. Steven a rapporté avoir vu un pick-up à la station de lavage, ce qui n'a fait que renforcer les soupçons contre Ron. Ron a souligné que son inquiétude pour la sécurité de Carly était si grande que lui et sa femme se sont immédiatement mis à sa recherche. L'enquête est arrivée dans une impasse lorsqu'il a fallu interroger les collègues du suspect. Tous les collègues de Ron ont confirmé qu'il était parti bien après l'heure convenue. Dans un effort pour éclaircir l'affaire, les enquêteurs ont obtenu l'autorisation de fouiller la voiture de Ron. Mais aucune preuve de la présence de la fillette n'y a été trouvée. Il était donc clair pour la police que Ron n'avait rien à voir avec la disparition de Carly. Il était innocent. Néanmoins, les enquêteurs ont poursuivi leur travail et se sont concentrés sur les images vidéo du lieu de l'incident. Les vêtements de l'homme non identifié sur les images vidéo présentaient un intérêt particulier. Il semblait s'agir d'un uniforme de travail avec un badge ou un écusson sur la poitrine.
Les spécialistes ont tenté d'améliorer la qualité de la vidéo pour déchiffrer l'inscription. Mais tous leurs efforts ont été vains. Ils soupçonnaient seulement que 3 lettres pourraient être visibles sur l'insigne. Ce petit indice est devenu une véritable énigme pour la police, car chaque nouvelle preuve ne faisait qu'approfondir l'enquête au lieu de la rapprocher de la résolution du crime. En raison de la faible résolution des images vidéo, il était impossible de reconnaître le visage du suspect. La police a distribué d'urgence les images disponibles du suspect aux médias locaux, y compris les chaînes de télévision et les journaux, dans l'espoir que quelqu'un puisse reconnaître l'homme sur la vidéo. Le commissariat a reçu de nombreux appels de citoyens spéculant sur qui pourrait apparaître dans les enregistrements, bien que la plupart n'étaient pas sûrs de leurs suppositions. Après une nouvelle amélioration de la qualité du métrage, il a été déterminé que le suspect avait des tatouages faiblement visibles sur son corps, qui ne pouvaient être distingués en raison de la mauvaise qualité du métrage. Cela a conduit à de nombreuses spéculations dans le public, qui partageait volontiers ces suppositions avec la police. Chacune de ces informations a été enregistrée par le groupe d'enquête. Tout a changé le matin du 3 février, lorsqu'un appel particulier a attiré l'attention de la police, qui pourrait les mener sur la piste du suspect. Un homme nommé Ed, ancien collègue de Joseph Smith, a pu l'identifier sans équivoque sur le matériel vidéo. Il a remarqué des caractéristiques familières, une démarche particulière, une apparence distinctive et un certain style vestimentaire. Joseph, père de 3 enfants âgés de 37 ans et ancien mécanicien automobile, était connu de la police en raison de son vaste casier judiciaire. Bien qu'il ait divorcé de sa femme et n'ait pas de contact avec ses enfants, il avait été arrêté plus d'une douzaine de fois pour des activités illégales allant jusqu'à la séquestration. Smith avait violé les conditions de sa libération conditionnelle 2 fois l'année précédente. Malgré ces violations, il était toujours en liberté. À ce stade, la police était occupée à enquêter sur la disparition de la fillette et a décidé de vérifier les vidéos de surveillance dans la zone où la fillette avait disparu. À ce moment, la police savait que Smith possédait une Lincoln brune. Cependant, celle-ci n'était pas visible sur le matériel vidéo, mais une Buick claire qui était passée plusieurs fois devant le lieu de l'incident et s'était arrêtée sur le parking de la station de lavage seulement 3 minutes avant l'incident. En raison de la mauvaise qualité du métrage, malheureusement, aucun détail important ne pouvait être distingué. Bien que Smith et son véhicule n'étaient pas visibles sur le lieu de l'incident, les officiers de police ont décidé de vérifier le lieu. Ils ont découvert que Smith avait loué une chambre chez un couple âgé. Les enquêteurs se sont rendus à son adresse et ont commencé à l'observer. Ils ont bientôt déterminé que les propriétaires de la maison n'étaient pas chez eux. Peu après, ils ont déterminé que Smith était dans la maison. Les agents de police ont décidé d'entrer dans la maison, mais personne n'a répondu à leur coup. Ils ont alors demandé l'aide d'un officier qui était responsable de la supervision de Joseph, qui avait été libéré sous condition. Environ 45 minutes plus tard, la sœur de Smith est arrivée pour aider les policiers à le faire sortir de la maison. Elle a réussi. Smith a affirmé qu'il n'était pas là ce jour-là et qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de la fillette. Lorsque les enquêteurs ont montré à Smith le matériel de surveillance, il a reconnu certaines similitudes entre lui et l'homme sur la vidéo, mais a continué à nier sa culpabilité. Les enquêteurs ont obtenu sa permission pour examiner la chambre et la voiture sans mandat judiciaire. Dans la chambre, ils ont trouvé plusieurs combinaisons de mécaniciens grises, similaires aux vêtements de l'homme sur la vidéo, ainsi qu'un écusson avec 3 lettres. Joe, qui correspondait aux 3 lettres sur la poitrine du suspect sur la vidéo et était également son nom abrégé. Cependant, aucune preuve concluante de l'implication de Smith dans l'acte n'a été trouvée dans sa chambre. Pendant la perquisition, le propriétaire de la maison est rentré chez lui et a confirmé que Smith était à la maison vers 6h30 du soir, car il avait appelé son ex-femme depuis son téléphone fixe. Avec cela, Joseph avait un alibi solide. En fouillant la voiture de Joseph Smith, la police a trouvé quelque chose qui ressemblait à 2 cuillères, probablement utilisées à des fins illégales. En raison de cette découverte, Smith a été arrêté pour violation des conditions de sa libération conditionnelle et immédiatement emmené au commissariat. Pendant ce temps ASAké, les enquêteurs examinaient d'autres pistes et suspects potentiels dans cette affaire. Cependant, plus tard dans la journée, un tournant inattendu s'est produit.
Le mari de la femme à qui Smith avait loué une chambre est apparu au commissariat. Il a affirmé que sa femme aurait pu fournir des informations incorrectes en raison de problèmes de santé. Selon lui, Smith a quitté l'appartement le jour de la disparition vers 3 heures de l'après-midi et est revenu à 7 heures le lendemain matin, portant des vêtements de travail de mécanicien. Cela confirmait que Smith n'avait pas d'alibi pour l'heure du crime et qu'il avait trompé la police lorsqu'il avait affirmé être à la maison à ce moment-là. Mais le plus intéressant était encore à venir. Il s'est avéré que la Buick claire qui était entrée dans le parking de la station de lavage 3 minutes avant l'incident appartenait au propriétaire de la maison. Et Joseph lui avait emprunté sa voiture ce soir-là. Le propriétaire de la Buick claire que Smith utilisait s'est plaint du chaos à l'intérieur de la voiture après que Joseph l'ait rendue. Des objets avaient été renversés et des sièges déplacés sans aucune explication. Ces événements ont rapidement fait de Joseph le principal suspect. Son comportement était bizarre, car il refusait de parler aux enquêteurs sans la présence d'un avocat, ce qui n'a fait que renforcer les soupçons. Finalement, il a été à nouveau incarcéré pour violation des conditions de sa libération conditionnelle. Le prochain revirement est venu lorsque le frère de Joseph, John, est apparu au commissariat le lendemain. Il a raconté qu'il avait à peine eu de contact avec son frère depuis des années. Cependant, la veille de l'incident, le 1er février, Joseph l'a appelé de façon inattendue. John a refusé de lui parler, mais Joseph est apparu chez lui quelques heures plus tard. Apparemment, Joseph était sous l'influence de substances, suite à quoi son frère l'a mis dehors. Quelque temps plus tard, John a vu la vidéo dans un bulletin d'information et a immédiatement reconnu son frère. Les policiers lui ont demandé de les aider à obtenir une confession de Joseph, ce que John a fait. Lui et sa mère ont rendu visite à Joseph en prison, où les frères ont parlé pendant environ 1h30. Cependant, lorsque John a quitté la prison, il a découvert que son frère n'avait pas avoué sa participation au crime. Joseph continuait à proclamer son innocence. Cela a éveillé les soupçons des enquêteurs que John et sa mère pourraient leur cacher des informations importantes. John a admis avoir identifié son frère dans une vidéo diffusée aux informations, mais n'a informé la police que plusieurs jours après avoir vu la vidéo. Les enquêteurs ont alors décidé de surveiller John. Il semblait que John ait rapidement remarqué qu'il était observé et pensait que quelqu'un interceptait ses appels, bien que ce ne fût pas le cas. Il ne savait pas que les détectives n'écoutaient pas ses téléphones. Alors, le soir suivant, il s'est lui-même adressé à la police, affirmant que son frère leur avait avoué le crime, à lui et à sa mère. Joseph prétendait ne rien savoir de ce que son frère avait fait à la fille. Son frère a réussi à le persuader de lui dire où il avait laissé Carly. Joseph a indiqué un endroit près de l'église locale, mais lorsque John et sa mère y sont arrivés, ils n'avaient toujours rien trouvé. Comme ils ne voulaient pas croire jusqu'au dernier moment que leurs parents étaient impliqués dans le crime, ils ont décidé de tout vérifier eux-mêmes avant d'informer les enquêteurs. Cependant, lorsque la police est arrivée à l'église, ils ont trouvé le corps de Carly parmi les arbres à proximité. Il était évident qu'elle y était depuis plusieurs jours. Pendant l'enquête, John a fourni aux enquêteurs des informations qu'il avait reçues de son frère dans sa cellule de prison. Il a indiqué que Joseph avait consommé des substances ce jour-là qui avaient obscurci sa mémoire. Il a avoué avoir enlevé la fille dans sa voiture et lui avoir causé des dommages, de sorte qu'elle n'était probablement plus en vie. Au même moment, les médecins légistes ont effectué une analyse détaillée des preuves. Dans la Buick appartenant au propriétaire de la maison où vivait Joseph, ils ont trouvé des cheveux de Carly et 7 morceaux de tissu qui correspondaient au matériau du t-shirt que la fille portait ce soir-là. De plus, des traces ont été trouvées qui, grâce à une analyse, ont été liées à Joseph. Ces preuves étaient insuffisantes pour l'accuser du crime. Mais bien que Joseph Smith ait fait des aveux à son frère et à sa mère, il a continué à proclamer son innocence. L'affaire a été portée devant les tribunaux et le procès a commencé en novembre de l'année 2005, presque 2 ans après l'incident. Pendant le procès, l'accusé Joseph Smith n'a pas pu convaincre de son innocence, car sa défense n'a pas présenté de preuves convaincantes. Le procureur, quant à lui, a présenté une abondance de preuves, y compris des vidéos de surveillance, des incohérences dans l'alibi de Joseph, des traces trouvées sur les lieux du crime et sa connaissance de l'emplacement de la victime, qui,
indiquaient sa participation à l'acte. Le procès s'est terminé relativement rapidement et le 15 mars 2006, Joseph a été reconnu coupable. Il a été condamné à la prison à perpétuité et a reçu une peine supplémentaire pour le crime contre Carly. Joseph Smith a passé 13 ans en prison en attendant l'exécution de sa peine. Cependant, en juillet 2017, cette peine a été annulée en raison d'une nouvelle législation qui exigeait un verdict unanime du jury pour imposer une telle peine. Dans le cas de Joseph, seuls 10 des 12 jurés ont voté pour un tel verdict. Condamné à la prison à perpétuité, il a passé les dernières années de sa vie derrière les barreaux. En avril 2020, son cas a été réexaminé et le tribunal a confirmé la sentence initiale. Cependant, Joseph est décédé en juillet de l'année 2021 à l'âge de 54 ans, sans avoir purgé entièrement sa peine. Le mystère sur le destin de Joseph Smith ne s'est pas résolu avec sa mort. Les enquêteurs qui ont examiné son cas ont envisagé la possibilité qu'il pourrait être impliqué dans d'autres crimes. Après une analyse minutieuse, ils ont conclu que Smith était très probablement lié à un crime non résolu de l'année 2000. Même le frère de Joseph a exprimé des soupçons qu'il était impliqué dans ce crime. Les enquêteurs cherchent toujours des preuves qui pourraient le relier à l'affaire non résolue. Le 28 août 2014, une jeune fille nommée Alice Gross est partie de chez elle pour une promenade et a disparu sans laisser de traces. Les recherches pour la retrouver ont duré plus d'1 mois et ont constitué la plus grande opération de recherche des 10 dernières années. Des centaines de policiers et l'analyse des enregistrements vidéo ont aidé à résoudre l'énigme. Mais la vérité était beaucoup plus troublante et choquante. Le 14 février de l'an 2000, jour de la Saint-Valentin, une petite fille, Alice, est née dans la famille Gross à Londres. Elle a passé son enfance dans une atmosphère d'amour et d'attention, grandissant aux côtés de sa sœur aînée. Dès son plus jeune âge, Alice a montré un grand intérêt pour l'art. Elle aimait peindre, jouait du violon et du piano, et a commencé plus tard à composer et à interpréter ses propres chansons. De plus, Alice avait un talent pour le design de mode. À l'âge de 11 ans, elle s'est cousue une robe pour le bal de l'école. À 13 ans, on a diagnostiqué à Alice des problèmes de santé. Néanmoins, elle n'a jamais abandonné sa créativité, a continué à se développer en tant que musicienne et designer, et avait de grandes perspectives devant elle. Dans les derniers jours de l'été 2014, le 28 août, la jeune Alice a annoncé à sa mère qu'elle allait se promener. Pendant les vacances scolaires, elle profitait de sa liberté et passait souvent son temps à se promener le long du petit canal et de la rivière près de sa maison, située dans une banlieue tranquille de Londres. Normalement, elle parcourait une distance d'environ 4,5 km. Alice a quitté la maison vers 3 heures de l'après-midi et a promis à ses parents de rentrer vers 6 heures du soir. Cependant, peu après, elle a envoyé un message à son père disant qu'elle rentrerait bientôt à la maison. Quand Alice n'est pas rentrée à l'heure convenue, ses parents se sont inquiétés. Il était déjà 7 heures du soir et elle n'était toujours pas à la maison. Ils ont essayé de la joindre, mais son téléphone était éteint, ce qui les a encore plus inquiétés. Comme Alice souffrait de problèmes de santé, ses parents craignaient qu'elle ait pu tomber malade ou s'évanouir en raison de sa faiblesse. À la recherche d'informations sur le sort de leur fille, ils ont appelé plusieurs amis, mais personne n'avait vu Alice ce jour-là. Finalement, ils ont décidé de ne plus attendre et ont appelé la police. Lorsque la police cherchait Alice, ils ont d'abord vérifié ses itinéraires habituels. La famille et les amis proches de la famille ont également rejoint les recherches, mais n'ont malheureusement pas pu trouver de traces de la jeune fille. Cependant, les enquêteurs ont réussi à localiser plusieurs témoins dont les témoignages ont aidé à clarifier le chemin qu'Alice aurait pu emprunter. Cela a permis à la police de concentrer ses efforts sur des zones spécifiques et de vérifier les enregistrements des caméras de rue dans ces zones, dans l'espoir d'y capturer des moments de présence de la jeune fille. Après une analyse minutieuse des images vidéo, les enquêteurs ont rapidement pu localiser Alice. On l'a vue marcher en direction du canal Grand Union. Peu après, elle a été aperçue dans le quartier de Bradford, en aval du canal.
La dernière fois, elle a été captée par les caméras traversant le pont Pierce près de sa maison sur le chemin du retour. Les informations sur la jeune fille disparue ont été rapidement transmises aux médias par la police et en quelques heures après la disparition, la nouvelle de l'incident s'est répandue dans tout Londres. Suite à cela, les enquêteurs ont reçu plusieurs appels de personnes affirmant avoir vu Alice. Cependant, malgré ces témoignages, la police n'a pas réussi à localiser la jeune fille. L'analyse des images de caméras de rue et des témoignages de témoins a indiqué qu'Alice avait disparu quelque part sur son chemin habituel vers la maison. Le mystère de la disparition d'Alice restait non résolu. 3 jours après sa disparition, la police a commencé une enquête intensive, a analysé les enregistrements des caméras de rue dans les environs et a fouillé les parcs locaux et autres lieux isolés. De plus, les agents ont fouillé les maisons le long de l'itinéraire possible d'Alice et ont interrogé les résidents pour obtenir des informations sur la jeune fille. Le 1er septembre, les proches de la jeune fille ont enregistré une vidéo demandant à Alice de rentrer à la maison. Ils ont également demandé à tous ceux qui savaient trop quelque chose sur le sort d'Alice de contacter d'urgence la police. À ce stade, l'enquête envisageait plusieurs versions des événements. Particulièrement inquiétante était la possibilité d'un enlèvement, car de nombreux tronçons du chemin d'Alice étaient isolés et non éclairés, ce qui aurait pu créer les conditions pour un tel incident. De plus, on sait que de telles situations se produisent à Londres, même dans le centre-ville, ce qui rend cette version encore plus probable, surtout dans les banlieues. La deuxième hypothèse était qu'elle avait quitté la maison seule. Les parents d'Alice craignaient que la jeune fille ait pris cette décision en raison de ses problèmes de santé. Ils n'excluaient pas non plus qu'Alice ait pu se faire du mal. Cependant, ces suppositions ne semblaient pas assez convaincantes pour la police. À 14 ans, Alice était à peine capable de se cacher et de rester non découverte, surtout sans aide. Et si elle s'était donné la mort, elle aurait probablement été découverte depuis longtemps. L'intérêt public pour l'affaire grandissait de jour en jour, et le 3 septembre, l'affaire a été confiée à une unité spéciale de Scotland Yard. Bien que les enquêteurs s'occupent normalement de la résolution de crimes, ils estimaient que les chances que la jeune fille rentre chez elle étaient assez élevées. La police de Scotland Yard a organisé une recherche à grande échelle, à laquelle de nombreux volontaires ont immédiatement participé. Après un appel émouvant de la famille de la jeune fille disparue, diffusé aux informations, les Londoniens ont cherché du petit matin jusqu'à tard dans la nuit. Dès le lendemain matin, les enquêteurs ont signalé la découverte d'une preuve importante, le sac à dos d'Alice. À l'intérieur se trouvaient les chaussures qu'elle portait le jour de sa disparition. Le sac à dos a été trouvé près de son appartement. Cela a permis à la police de réduire la zone de recherche et de se concentrer sur une petite zone près du canal. Les enquêteurs jugeaient improbable que la jeune fille ait enlevé ses chaussures seule, les ait laissées avec le sac à dos et se soit enfuie. Elle n'avait pas de chaussures de rechange, ce qui rendait la situation encore plus mystérieuse. Scotland Yard a décidé de rendre public tout le matériel vidéo d'Alice. Le sac à dos de la jeune fille, contenant des chaussures, indiquait une possible menace sérieuse pour sa sécurité. L'hypothèse principale de l'enquête restait un enlèvement, bien que d'autres versions n'étaient pas exclues. Les enquêteurs ont utilisé tous les moyens disponibles pour la retrouver. On supposait que la publication du matériel vidéo susciterait une attention publique supplémentaire, ce qui pourrait aider quelqu'un à se souvenir de détails importants de l'événement. De plus, plusieurs centaines d'employés de diverses agences participaient à la recherche, pour un total de 600 personnes travaillant sur l'affaire. Cela a fait de cette enquête la plus importante depuis 2005 en termes de nombre de policiers impliqués. Plusieurs équipes de police ont participé à l'enquête, certaines cherchant des traces d'Alice dans les environs, d'autres examinant les enregistrements de centaines de caméras de surveillance qui pourraient montrer la jeune fille disparue. Scotland Yard est allé plus loin et a promis une récompense de 20 000 livres sterling pour des informations qui pourraient aider à retrouver Alice. Bien que le téléphone de la jeune fille ne puisse pas être localisé, la police a demandé à l'opérateur de téléphonie mobile des informations sur l'endroit où le téléphone était actif pour la dernière fois. L'opérateur a indiqué qu'Alice avait envoyé un message à son père depuis l'endroit où son sac à dos a été trouvé plus tard. Cela a incité les enquêteurs à concentrer leurs efforts sur cette zone. Il a été décidé de fouiller minutieusement une zone de plusieurs kilomètres carrés.
Chaque parcelle de terre et chaque étendue d'eau ont été fouillées à la main. À la recherche d'indices, la police a également examiné le fond des rivières et des canaux. 2 jours après la découverte du sac à dos, on a appris que la police avait arrêté un homme de 25 ans soupçonné d'avoir fait quelque chose à Alice. Un autre homme a été arrêté le lendemain, mais les détails de cette arrestation n'ont pas été publiés jusqu'à ce que toutes les circonstances soient clarifiées. Cependant, les 2 suspects ont été rapidement relâchés. Scotland Yard a déclaré ne pas pouvoir confirmer que ces personnes avaient été impliquées dans la disparition de la jeune fille. Plus d'1 semaine s'est écoulée sans qu'aucun progrès ne soit réalisé dans l'enquête. Ce n'est que le 16 septembre que la police a émis un nouveau communiqué. Elle a annoncé qu'elle recherchait un homme de 41 ans nommé Arnis Zachkalns en lien avec la disparition d'Alice. Cet homme était venu de Lettonie en Angleterre il y a 7 ans, s'était installé dans la région et travaillait comme entrepreneur en construction. Scotland Yard s'est intéressé à lui pour 2 raisons qui n'avaient apparemment rien à voir l'une avec l'autre. Premièrement, les collègues d'Arnis l'ont signalé comme disparu à la police le 3 septembre. L'homme ne s'est pas présenté au travail, ne répondait pas au téléphone et n'a pas été trouvé chez lui. Deuxièmement, les enquêteurs ont déterminé que le trajet de Zachkalns de son appartement au travail correspondait approximativement au chemin que la jeune fille avait emprunté le jour de sa disparition. Dans l'enquête sur la disparition de la jeune fille Alice, une vidéo de la caméra de surveillance a joué un rôle important. Elle montrait un homme d'âge moyen à vélo suivant Alice sur le pont. Cet homme, Zachkalns, a été filmé plus tard par une autre caméra, mais entre ces 2 points, il s'est écoulé près d'1 heure au lieu des quelques minutes attendues. Cela a soulevé des questions pour la police. Où avait-il passé cette heure sur une distance si courte ? La police a examiné la zone et a conclu que Zachkalns n'aurait pas pu prendre un chemin plus long, car il n'y en avait pas. Il a été rapidement établi que l'homme était mouillé lorsqu'il a quitté la ligne de vision de la première caméra. Un autre soupçon est venu du fait que cet endroit coïncidait avec le dernier lieu connu où se trouvait Alice. Les enquêteurs ont continué à analyser les caméras et ont vu comment Zachkalns est revenu dans la même zone 2 heures plus tard avec son vélo et est reparti 50 minutes plus tard. Ce faisant, il a évité la caméra sur le pont, ce qui indique qu'il se trouvait dans un angle mort de la surveillance. Il portait déjà des vêtements différents. 1 heure plus tard, il a été vu en train d'acheter de la bière dans un magasin local. Le lendemain matin et le soir, la situation s'est répétée. Zachkalns est réapparu dans la même zone. Finalement, les faits recueillis ont été suffisants pour obtenir un mandat de perquisition pour l'appartement de Zachkalns. Le comportement imprévisible de l'homme, la divergence entre les temps de trajet des caméras et les vêtements changeants ont donné lieu à des enquêtes supplémentaires sur son éventuelle connexion avec la disparition d'Alice. L'histoire d'Arnis Zachkalns, qui vivait en Angleterre avec sa compagne et leurs 2 filles, a suscité de vifs débats. Sa compagne s'étonnait de l'absence totale d'informations sur le lieu où se trouvait Zachkalns lorsqu'il a été soupçonné du crime contre la jeune fille. Elle affirmait son innocence et le décrivait comme un père aimant et un homme attentionné. Cependant, lorsque Scotland Yard a commencé à enquêter sur son passé, on a découvert des informations choquantes. À l'âge de 38 ans, il avait assassiné sa femme en Lettonie et enterré son corps dans la forêt. Pour cet acte, il a passé 7 ans en prison, puis a déménagé en Angleterre, où ses crimes antérieurs étaient inconnus. Lors de la perquisition de son appartement, la police a trouvé un terrain fraîchement retourné, mais pas de preuves. Cependant, dans la cave attendait un indice important, un morceau cassé d'un iPhone 4S blanc, qui correspondait peut-être au téléphone de la disparue Alice. De plus, un examen de l'ordinateur de Zachkalns a révélé qu'il avait recherché des informations sur Alice disparue quelques jours après sa disparition. Tous ces faits ont conduit à une recherche dans toute l'UE de Zachkalns, craignant qu'il ait pu s'enfuir en Lettonie ou dans un autre pays européen. Cependant, aucune trace de Zachkalns n'a été trouvée. 1 mois après la disparition d'Alice, la police a annoncé une triste nouvelle. Dans une rivière, non loin de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois, des restes humains ont été découverts. 1 mois après la disparition d'Alice Gross,
La police a trouvé un corps qui a été ensuite identifié comme étant Alice. Le corps a été trouvé à l'endroit où elle avait disparu, sous l'eau. Un examen a révélé que la jeune fille avait été tuée violemment. Parmi les circonstances inhabituelles, le corps était enveloppé dans des sacs et attaché à une souche massive. De plus, à côté du corps, on a trouvé une construction faite d'une roue de vélo et de briques qui servait évidemment à empêcher le corps de remonter à la surface. La police a déterminé que le corps portait peu de vêtements. Sur les lieux du crime où Alice a été retrouvée sans signe de vie, les enquêteurs ont remarqué des sacs semblables à ceux utilisés sur le chantier de construction de Zach Kaln. Après cette découverte, la police et Interpol ont commencé à enquêter sur Zach Kaln. Mais c'était comme s'il avait disparu sans laisser la moindre trace. Cela a continué jusqu'au début octobre. À ce moment-là, à seulement 1 kilomètre de la scène du crime d'Alice, le corps d'un homme inconnu a été retrouvé pendu à un arbre dans un parc. Cette découverte a déclenché une nouvelle série d'enquêtes alors que les enquêteurs tentaient de comprendre comment les deux événements pourraient être liés. Le corps d'Arnis Zajkalns, disparu le 3 septembre, a été retrouvé dans un endroit isolé et difficile à trouver. L'incident a tenu les enquêteurs de Scotland Yard en haleine pendant longtemps, car ils envisageaient une possible fuite vers l'Europe. Cependant, 1 mois plus tard, il est devenu clair qu'il n'avait jamais quitté le pays. La découverte du corps a été une nouvelle choquante, car jusqu'alors personne n'avait pensé que Zajkalns aurait pu se suicider le jour de sa disparition. Les experts médicaux ont déterminé que la cause du décès était le suicide. Le fait que le corps n'ait pas été retrouvé pendant si longtemps n'était pas non plus surprenant, car Zajkalns avait choisi pour sa dernière cachette un lieu très difficile à trouver, d'autant plus que les enquêteurs n'avaient que l'ADN de la bague du défunt. En enquêtant sur le crime de la jeune Alice, les enquêteurs ont trouvé des preuves importantes. Non loin de l'endroit où le corps a été découvert, la police a trouvé un mégot de cigarette. Cet objet a été envoyé à un laboratoire pour analyse, où des experts ont pu extraire de l'ADN du filtre, qui s'est avéré identique aux échantillons trouvés sur le corps de la victime. Cependant, en raison de l'effet de l'eau sur le corps, les experts n'ont pas pu déterminer le coupable avec une certitude absolue. Au cours de l'enquête, la police a découvert un autre aspect choquant de l'affaire. Ils ont découvert que Zajkalns, qui avait déménagé en Angleterre 2 ans auparavant, avait déjà harcelé une jeune fille de 14 ans près de l'endroit où le corps d'Alice a été retrouvé. Cet incident s'est terminé par l'arrestation de l'homme pour tentative de harcèlement, mais sa victime a survécu. L'ADN de Zajkalns a également été trouvé sur le sac à dos et les chaussures de la victime, ce qui a fait naître des soupçons quant à son implication dans l'acte. Dans cette histoire qui s'est déroulée le 28 août, Zajkalns, un homme adulte, a été impliqué dans un crime grave. Sur un tronçon isolé de la route où Alice, une jeune fille, voyageait seule, il l'a attaquée. La situation a rapidement pris un tournant tragique. Zajkalns a commis le crime avec Alice et a ensuite tenté d'effacer ses traces en revenant à plusieurs reprises sur les lieux de la tragédie. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que Zajkalns a été arrêté par la police mais n'a pas été puni parce que l'incident précédent n'avait pas été signalé formellement. Cette information n'est apparue qu'après que le corps de Zajkalns ait été retrouvé dans le parc. Cette affaire a soulevé de nombreuses questions sur la justice et le travail de la police, en particulier parce que les détails du crime sont apparus progressivement et que la police a mis un certain temps à reconstituer l'ensemble de l'incident. L'événement a laissé de nombreux mystères et nous ne pouvons maintenant que spéculer sur la vérité complète, qui restera malheureusement non résolue. L'histoire de la tragédie d'Alice et ses conséquences donne lieu à une profonde réflexion. Le suicide du criminel après le crime qu'il a commis laisse-t-il place à l'idée d'un éveil de la conscience ? C'est une question qui se pose sous différents angles. Les parents d'Alice, confrontés à une perte indescriptible, ont exprimé une profonde amertume face aux actions des autorités. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les autorités n'avaient pas réussi à vérifier le passé criminel de Zajkalns avant son entrée. Pendant des années, ils ont lutté pour convaincre le gouvernement d'introduire des contrôles plus stricts pour les entrants. Malheureusement, malgré leurs efforts, aucun changement politique sérieux n'a jamais été apporté.
L'événement qui a suscité une large indignation publique s'est produit un mois après la découverte du corps d'Arnis Zajkalns. Au centre se trouvait un expert médical impliqué dans l'enquête. Il a perdu par négligence des documents de l'affaire dans un train, qui contenait 30 pages d'informations confidentielles sur le crime, y compris des données médicales et des faits non publiés. Les parents d'Alice, les médias et le public ont exprimé leur colère face aux actions de la police, critiquant son manque de sécurisation du matériel important. Cependant, le dossier contenant les documents n'a jamais été retrouvé. Néanmoins, personne n'avait l'intention de poursuivre pénalement le criminel décédé. Lors des procès, les jurés ont confirmé le fait évident: Alice a été victime d'un meurtre et sa mort n'était pas un accident. Cependant, l'enquête a fait face à de sérieuses difficultés. Bien que des preuves circonstancielles aient été recueillies contre les accusés, elles n'étaient peut-être pas suffisantes pour rendre un verdict sûr. Les enquêteurs étaient conscients que les preuves, même si le principal suspect était encore en vie, ne seraient pas suffisantes pour le condamner. Ces événements ont été les précurseurs d'une grande cérémonie commémorative qui a eu lieu le 23 octobre. Ce jour-là, 1000 personnes se sont réunies au mémorial pour honorer la mémoire d'Alice. À la fin de l'événement, une chanson écrite et chantée par Alice elle-même a été diffusée sur un grand écran. Ainsi, le processus est devenu une affaire plutôt formelle, car il n'a pas joué un rôle important dans la recherche de la vérité sur la mort de la jeune fille.